canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre édité chez nos amis de Presse universitaire de Rennes. C'est un ouvrage collectif. Le livre s'intitule De l'écran géant à l'espace domestique, avec comme sous-titre Histoires et esthétiques des formats cinématographiques. Je vais présenter quand même la couverture. Voilà. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Et cet ouvrage collectif est dirigé par 3 personnes. 2 sont là aujourd'hui. On salue la troisième. Donc, Simon Danielou et Grégory Wallet sont présents aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Et puis Roxane Amery qui n'est pas là, mais qu'on salue. Voilà. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, merci. Je vous en prie, je vais quand même vous présenter, c'est important. Simon Danielou, vous êtes déjà venu chez Microciné, vous êtes maître de conférence en études cinématographiques à l'université Rennes 2. Vous êtes responsable aussi de l'exploration du fonds film de la société Aaton dans le cadre du programme Boviatech. Et vous vous intéressez notamment à l'impact de la technique en général, des inventions de la firme française en particulier, sur les choix de découpage au cinéma. Vous êtes auteur d'une thèse sur la représentation des arts scéniques dans le cinéma japonais et de divers articles parus dans Cinémaction, Images secondes, 1895, Mise au point, Positif ou The Wild Bunch. Et vous avez co-dirigé les ouvrages Quand l'artiste se fait critique d'art chez Presse universitaire de Rennes, c'était en 2015, et Les variations de Hong Sang-soo, 2 volumes chez De l'Incidence éditeur, 2018-2020. D'ailleurs, j'espère l'année prochaine, on aura l'occasion de que vous reveniez pour... Mais ça, c'était un projet. Bon, ça, c'est autre chose. Je m'égare, mais bon. C'est comme chez Hong Sang-soo, on s'égare tout le temps chez lui, d'ailleurs. Bon, Grégory Valette, vous êtes auteur d'une thèse de doctorat en sciences cognitives et vous avez consacré vos premiers travaux de recherche à l'étude de la perception et de la cognition des images en mouvement. Vous avez rejoint l'université Rennes 2 en 2014 comme enseignant-chercheur en études cinématographiques. Vous êtes membre de l'unité de recherche art, pratiques et poétiques et du programme de recherche international Cinex. Et vous travaillez aujourd'hui sur la réception spectatorielle et plus précisément sur l'immersion du spectateur au cinéma en combinant plusieurs approches. Et vous avez donc également une activité de chercheur-créateur. Vous avez par exemple écrit et réalisé le documentaire Trumbleland qui a été produit par Vivement Lundi et diffusé en juillet 2020 sur France 2 et qui était consacré à Douglas Trumbull, le réalisateur, le concepteur d'effets visuels et inventeur. C'est important quand même de préciser d'où vous venez. Je rappelle donc le titre du livre, De l'écran géant à l'espace domestique. Première question extrêmement simple. Est-ce que vous pouvez nous relater les faits qui vous ont amené à concevoir cet ouvrage collectif? Comme souvent, les ouvrages collectifs partent de journées d'études. Donc, on a organisé plusieurs journées d'études au sein de notre université, dont la thématique était justement les formats cinématographiques. Donc, c'est plusieurs journées d'études qui se sont organisées durant les 2-3 années qui ont précédé la parution de l'ouvrage. Et donc l'ouvrage en question rassemble la plupart des communications qui ont pu être faites lors de journées d'études à l'université. Alors je disais que c'est des journées d'études qui concernaient à chaque fois les formats cinématographiques. C'est des journées d'études qui se focalisaient en fait sur, on va dire, une définition possible de ce qu'est un format cinématographique, puisque comme vous le savez, comme le rappelle l'ouvrage, derrière ce mot, ça recouvre plusieurs définitions. À la fois les formats de pellicule qui sont exprimés en millimètres, alors à l'époque bien sûr du photochimique, avant l'arrivée du numérique, les formats de projection sur l'écran, les formats des appareils bien sûr, et puis depuis l'arrivée du numérique, donc les formats de compression, même si c'est une thématique d'ailleurs qu'on n'a pas forcément abordée dans l'ouvrage à travers les textes, puisque l'ouvrage se concentre quand même majoritairement sur l'époque photochimique. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ça, Simon? Peut-être donner des thématiques de journée d'études qui ont effectivement débouché sur une partie des textes dans l'ouvrage. J'ai souvenir d'une journée d'études sur le Super 16, ce format de pellicule assez important de la toute fin des années 60 et qui peut encore être utilisé aujourd'hui. Il y a notamment un texte de notre collègue Patrick Le Goff qui revient sur son usage dans un certain cinéma contemporain qui, par cet usage d'une pellicule
argentique tend à faire passer un certain nombre d'idées ou de sensations liées au grain de la pellicule, par exemple, en évoquant le souvenir ou ce genre de choses. Et puis une journée d'études sur les formats amateurs et les caméras et projecteurs amateurs, dont Roxane Amri est une spécialiste, sur des enjeux qui remontent à plus d'un siècle parfois, ou en tout cas un siècle environ, avec le pâté coq, le pâté baby, ce type d'appareils qui ont eu un certain impact culturel, ou dont on connaît parfois encore les noms aujourd'hui, même si c'est pas toujours associé à un véritable usage très clair dans l'esprit de ceux qui en parlent, qui l'évoquent. Et puis, de mon côté, moi j'avais travaillé sur l'édition vidéo des films, en DVD par exemple, et effectivement, beaucoup de questions se posent quant au passage de conditions de visionnage de salle à ces conditions plus domestiques de visionnage, où les films peuvent connaître tout un tas de manipulations plus ou moins respectueuses de leur format d'image d'origine. Et c'était important aussi d'ailleurs de donner la parole à des professionnels, par exemple de l'édition vidéo, qui ont les mains dans le cambouis, si j'ose dire, qui travaillent directement sur les masters des films, etc., qui sont tributaires aussi de ce qu'ils peuvent retrouver et restaurer pour l'édition de ces films. Et c'est le moyen d'ailleurs de dire que l'ouvrage est constitué de textes scientifiques, mais aussi d'entretiens, parfois tirés d'une table ronde, mais voilà, d'entretiens avec des professionnels, ou des personnes plutôt du monde du patrimoine et qui travaillent à la restauration des œuvres. Et qui dit la restauration des œuvres dit aussi la restauration de leurs conditions de réception. Alors, originel, ce serait prétentieux de le dire, c'est jamais vraiment possible de retrouver, parce que ça n'existe pas vraiment, la condition d'origine de réception d'une œuvre. Elles ont des vies multiples dès l'origine. En tout cas, des conditions qui nous rapprochent notamment des formats sonores et visuels dans lesquels elles ont pu être idéalement pensées à des premiers temps de leur existence. Qu'est-ce qui fait que... Ah, excusez-moi, je vous en prie. J'allais ajouter à ce que dit Simon sur les exemples de journées d'études, sur le Super 16, il a cité, ou par exemple le pâté baby. La communication qu'avait faite par exemple Simon sur l'édition concernait aussi les formats larges. Il y avait une autre GE, une autre journée d'études sur les formats larges. Ce qui permet aussi d'expliquer le titre, vous l'avez compris. L'idée, c'est aussi d'essayer d'aborder l'éventail de formats qui a pu être proposé, notamment à l'époque du photochimique, des formats amateurs, du 8 mm, jusqu'au format très large, d'où le titre de l'écran géant à l'espace domestique. Alors, je vais me permettre, je vais prendre 2 minutes pour donner les intitulés de chaque texte, mais aussi leurs auteurs et autrices. Je pense que c'est très important. Il y a 3 parties. Alors, la première partie, c'est éléments pour une histoire technique et économique. Il y a 5 textes. Le projecteur Koch, le cinématographe à l'épreuve des salons, c'est Anne Gourdet-Marès. La contribution à une histoire du Super 16, les enjeux techniques et économiques d'un format intermédiaire, c'est Vanessa Nikolasic. L'histoire et économie des formats larges, là c'est un entretien, c'est le premier entretien du livre avec Jean-Pierre Versker, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est vous, Grégory Wallet, qui s'en occupe. Il y a les conditions d'apparition et de disparition du format 70 mm en France, entre 58 et 67, c'est Gaël Péton, et de l'usage du VistaVision, donc qui veut la peau de Roger Rabbit. Il y a comme exemple, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, un format d'image au service du compositing, et c'est Jean-Baptiste Massuet. On reviendra sur les 2 prochains chapitres, mais je voudrais rester pour l'instant sur ce chapitre-là. J'ai été étonné, enfin je ne savais pas, autant pour moi, qu'en fait, est-ce que peut-être c'est un lien aussi avec finalement le désir de l'existence de cet ouvrage. En fait, j'ai noté la volonté de réaliser Dixit, un cinéma chez soi, finalement, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis 20-30 ans, mais depuis le début du cinéma. Et ça, je ne le savais pas. Alors, si vous pouviez nous en parler un peu de ça, et est-ce que ça a un lien aussi avec le fait qu'aujourd'hui, que ce livre arrive finalement à point nommé par rapport, les questionnements que vous faites, ça arrive à point nommé par rapport à ça. Donc, ce cinéma chez soi, ça existe depuis toujours. Oui, pratiquement, on peut dire ça. 2 collègues de la Fondation Pathé, Anne-Marie Gourdet-Marès, que vous avez cité, et Elvira Chamiri, reviennent sur
ces enjeux des années 10, années 20, où certaines firmes, notamment ici françaises, cherchent à développer leur marché, à toucher certaines catégories de population. Alors au départ relativement aisées, et puis il s'agit aussi ensuite de développer cela à différents types de consommateurs, on va dire. Mais tout de suite se pose puisqu'on est en argentique, tout de suite se pose des questions de sécurité, notamment, de réduction des formats, de nécessité de convaincre aussi un public qui a un rapport au cinéma qui n'est pas forcément celui qu'on a aujourd'hui. C'est un divertissement qui peut être plus ou moins bien vu, notamment d'une classe aisée. Ne serait-ce que l'objet en lui-même d'un projecteur, par exemple, à domicile, doit être pensé, son design doit être pensé de façon à trouver sa place dans des intérieurs plutôt bourgeois, pourrait-on dire. Donc ça, c'est intéressant de voir comment le design va emprunter, par exemple, à la machine à coudre, qui a trouvé sa place dans ce type d'intérieur. Donc ça concerne beaucoup d'enjeux industriels, beaucoup d'enjeux évidemment techniques. Comment s'assurer que la pellicule risque pas de prendre feu trop facilement, comment réussir à parler à un public qui n'est pas forcément évidemment formé à manipuler ce type de matériel, comment s'assurer que les choses se fassent spontanément et naturellement, qu'on insère la pellicule dans le bon sens, que le résultat ensuite soit quand même d'un format suffisamment intéressant pour que la famille puisse se réunir. Donc tout ce qu'on se pose aujourd'hui de questions quant à l'installation d'un home cinéma, il y a des choses qui se posaient déjà, bon, sauf que il n'y a pas le rapport au son, en tout cas pas immédiatement. Mais voilà, comment avoir une image d'assez bonne qualité sans que pour autant l'appareil de projection prenne des proportions trop grandes. Et puis ensuite, il y a bien sûr l'intérêt de pouvoir réaliser soi-même ces images aussi. Donc, parce que les formats, ils concernent toute la chaîne, en fait. Là, je prenais des cas qui concernent le bout de chaîne, la projection, mais évidemment, il s'agit de permettre à tout à chacun, assez vite, de pouvoir réaliser ses propres images avec les caméras qui correspondent. Donc, ça nous permet de se poser des questions liées à l'histoire, à l'économie, à des enjeux culturels aussi, et puis voir ce que deviennent ces films qui sont diffusés dans ces conditions. Parce qu'évidemment, en pellicule, un film, ça prend beaucoup de place, ça utilise beaucoup de bobinaux, donc on se met à remonter les films, on les raccourcit, on les condense, on les combine, pour leur assurer une vie comme cela dans les mains d'amateurs et de ce qu'on n'appelait pas nécessairement forcément des cinéphiles, mais des personnes qui sont friands de projection à domicile, et ce depuis un siècle maintenant. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec ce que tu évoquais tout à l'heure, Simon, l'édition DVD. C'est que finalement, c'est 2 époques où pour des questions de diffusion domestique, donc il y a parfois des remontages, des formats qui sont un peu triturés pour permettre justement une diffusion à la maison. Donc des périodes différentes, mais avec parfois des problématiques qu'on peut retrouver. Pardonnez-moi, je fais une digression parce qu'en fait, là, je vais tout de suite embrayer sur la troisième partie. Mais bon, peu importe, vu que c'est une conversation. Il y a ici deux choses. Le support DVD, le Blu-ray, le home cinéma, tout cela, ça fait 20, 30, un peu plus même. C'est aussi une manière de contrer l'apport de la télévision. Mais au début du siècle dernier, il n'y avait pas encore la télévision, mais il y avait quand même cette volonté de faire un cinéma chez soi. Comment on peut expliquer quels sont les enjeux d'un côté et de l'autre? J'imagine, c'est assez différent. Est-ce que Charles Partey finalement a été visionnaire sur ce rapport-là? Voilà, quels seraient les enjeux finalement? Ouais, je pense qu'ils sont en partie commerciaux et industriels. C'est le développement d'un certain type de biens culturels. Est-ce que l'existence de l'œuvre passe, le respect de l'œuvre en elle-même passe avant tout? Pas nécessairement. Il s'agit de faire aussi du commerce avec une forme de divertissement. Donc c'est vraiment penser
dans une logique industrielle comme le cinéma l'a assez vite été. Mais ça suppose de mettre au travail des ingénieurs, des fabricants voilà, qui sont très inventifs et qui se lancent dans des guerres, j'allais dire, c'est un peu fort, mais enfin voilà, des recherches, des guerres de brevets et autres qui font que certains supports vont dominer plus que d'autres pour des raisons qui sont toujours assez complexes, hein, entremêlées. C'est pas évident, et on l'a connu encore du temps du DVD ou du Blu-ray face au HD DVD. Voilà, il y a tout le temps comme cela. Et bien sûr, à l'échelle internationale, on a pris un cas français, mais ne serait-ce que le format d'origine de 35 mm, il a le format d'origine de celui qui va dominer dans le cinéma commercial. Il y a des raisons qui vont expliquer qu'il s'impose. Très tôt, on a des formats de toute taille très spectaculaires, même du 70 mm, qui est aujourd'hui encore assez populaire, en tout cas dans les esprits, qui a encore un usage assez précis. Il est possible tout de suite, mais voilà, pour différentes raisons, les choses se standardisent et s'imposent nationalement, souvent aussi internationalement. Donc, c'est au croisement de plein d'enjeux techniques, commerciaux, esthétiques, bien sûr, parce que derrière certaines caméras, peut-être pas forcément derrière certains formats de pellicule, quoique, mais en tout cas, derrière certaines des caméras, on va trouver aussi des techniciens qui sont des praticiens aussi, qui sont des chefs opérateurs, des directeurs de la photographie ou qui échangent avec les réalisateurs. Tout à l'heure, dans un autre cadre, vous avez cité la firme Aaton en France. Voilà, Jean-Pierre Boviala, l'ingénieur qui était derrière cette firme française basée à Grenoble pendant une 50aine d'années, un peu moins. Il était en échange avec les cinéastes des années 70, 80, 90 pour voir quelle caméra et quelle pellicule associée à ces caméras pouvait leur être utile tout au long de la chaîne de production aussi, puisqu'il faut se poser toujours des questions, notamment lorsqu'il s'agit d'associer le son et l'image. Il faut se poser des questions de la flexibilité de ces supports jusqu'au bout de la chaîne. Donc, j'ai dévié de la question d'origine, mais c'est une façon de dire à nouveau que c'est toujours au croisement de plusieurs préoccupations, qu'il y a des choses qui s'imposent pour des raisons qui nous échappent parfois au premier abord, et c'est intéressant à travers tous ces textes de remonter le fil de telle ou telle raison, même si elles sont toujours multiples. Qu'est-ce que ça dit, cette évolution des différents formats cinématographiques de la société, mais aussi du rapport spectateur-image, de comment ils regardent une image? Ça dit quoi exactement? Ou ça pourrait dire quoi? C'est vrai que c'est très variable justement selon le type de format qui sont proposés. Alors il y a des explications, je pense, assez différentes et multifactorielles à chaque fois, hein. Comme Simon le rappelait à l'instant, il y a souvent des facteurs économiques, des volontés économiques qui expliquent l'apparition de certains formats. Si je prends l'exemple de la période que je connais sans doute le plus, c'est l'arrivée des formats larges dans les années 50. Là, il y a des explications assez précises. C'est justement, là, pour le coup, l'arrivée de la télévision. En grande partie, c'est pas bien sûr le seul facteur, mais l'arrivée de la télévision, le fait que les loisirs se développent, hein, dans les années 50, et que du coup, les spectateurs vont moins dans les salles obscures. Et donc, il y a cette volonté notamment des grands studios hollywoodiens, d'abord, de faire revenir le spectateur dans la salle, en proposant justement peut-être de plus grands spectacles avec des formats plus larges, avec des systèmes sonores plus élaborés, notamment avec 6 canaux, comme ceux qui ont été proposés dans les années 50. Donc là, vous voyez, il y a une explication assez précise de cette proposition des grands formats dans les années 50. Et pour ce qui est du coup de l'impact que vous évoquiez sur la relation spectateur-écran, forcément, selon les formats, la relation est diffère. Et sur cette arrivée justement des formats larges dans les années 50, ça a bien sûr bouleversé cette relation spectateur-écran. On est passé du format académique, avec un ratio de 1,37/1, à des formats très larges, pouvant aller,
pour le 70 mm, par exemple, à 2,20 sur 1. Donc, vous voyez une image à chaque fois vraiment élargie sur sa longueur. Et ça demande du coup effectivement une relation différente. Par exemple, le cinémascope, le 70 mm et d'autres formats larges obligeaient le spectateur à balayer l'écran, alors qu'avec le format académique, il était davantage focalisé sur le centre de l'écran sans avoir à balayer sa tête de gauche à droite. Si les propositions de mise en scène, vous voyez, donc selon les formats, bien sûr, une relation spectateur-écran qui à chaque fois changeait. Et pour ce qui est des explications de leur arrivée, elles diffèrent vraiment à chaque fois selon les décennies, quoi. Bien sûr, une relation d'un spectateur à une image est différente selon justement qui va la visionner chez lui, donc d'une manière domestique, ou alors au cinéma, et encore plus selon le type de ratio adopté pour le format de projection. Et c'est intéressant de voir à quel point ça s'appuie donc sur des enjeux promotionnels, pour voir comment on persuade, et s'auto-persuade aussi de l'intérêt de tel ou tel format à telle ou telle époque, en étudiant le vocabulaire utilisé par les publicités et le matériel promotionnel. Voilà, il y a beaucoup de flou qui est entretenu pour attirer les spectateurs. Et par exemple, je sais pas, on va promouvoir le cinémascope en parlant de films en relief, ou voilà, on commence à tout mélanger entre un cinéma qui serait vraiment apprécié en relief et un format large d'image qui est censé nous immerger davantage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ensuite comment ce flou-là se retrouve aussi dans les commentaires ou l'imaginaire, notamment cinéphilique, qui va se diffuser après. Comment on va se référer à tel ou tel souvenir de cinéphiles célèbres. Je sais pas, aux États-Unis, ça pourrait être Martin Scorsese aussi, par exemple, qui va nous dire comment il a vu tel ou tel film. Et puis si on vérifie dans les faits, c'est pas forcément comme ça en réalité que le film a été montré au départ. Ou Quentin Tarantino aussi, lorsqu'il a remis au goût du jour Ultra Panavision 70 pour les 8 salopards, on voit bien qu'il fantasme un imaginaire du format large associé à tel ou tel type de cinéma, un rapport qu'on pourrait qualifier, je ne sais pas, d'épique au spectacle cinématographique, par exemple. Si on lit le scénario qui avait fuité à l'époque des 8 salopards, on voit que le terme technique qu'il emploie, il n'existe pas du tout, en fait, pour qualifier le format large dans lequel il imagine son film. Mais ça traduit l'impact, en tout cas, qu'a eu à tel ou tel moment certains formats, et donc une façon d'apprécier les films dans tel ou tel type de salle aussi. Ça, sûrement que ça oppose le cinéma à d'autres conditions, enfin la salle de cinéma cette fois à d'autres conditions de visionnage, par exemple effectivement la télévision, et ça sert, c'est réutilisé. En ce moment, on le revit un peu avec soit l'IMAX, soit notamment l'IMAX autour de certains cinéastes comme Nolan par exemple. Voilà, on excite une fibre technico-esthétique chez un spectateur qui pour autant ne sait pas forcément à quoi renvoie telle ou telle expression, tel ou tel terme technique. Parfois, il y a évidemment des yeux très, très aiguisés qui savent très bien à quoi ça renvoie, mais ça fait partie du package promotionnel d'un certain cinéma. Récemment, pardon, j'allais dire, Simon, c'est aussi dû à certaines mises en avant de l'immersion. On parle beaucoup d'immersion à l'heure actuelle, notamment avec l'arrivée de nouveaux médias comme les films 360 ou la réalité virtuelle. Et c'est vrai que c'est aussi remis au goût du jour, on va dire, avec certains dispositifs cinématographiques comme le Dolby Atmos. La société Dolby a aussi récemment utilisé le terme immersion pour son dispositif. On en parle également pour le KDX, même si là on est un peu entre le cinéma et l'attraction. Mais déjà à l'époque, c'est un peu ce que tu évoquais là, Simon, à l'instant, il y avait déjà un vocabulaire qu'on pourrait rattacher à celui de l'immersion, même si le mot n'était pas employé. Il y avait cette volonté de faire rentrer le spectateur dans le film. C'était le slogan effectivement de beaucoup de compagnies comme le Todao, le MGM Camera 65 ou le Cinémascope, comme tu l'évoquais. L'un des slogans du Cinémascope à l'époque, c'était le fait de voir le film en relief, effectivement, mais sans lunettes. C'était un peu l'accroche qui était proposée. Vous voyez du relief sans lunettes.
La vie sans relief. Le 4DX, j'allais prendre cet exemple-là pour évoquer cet enjeu du flou du vocabulaire, puisque 4D, ça évoquerait une quatrième dimension. De toute façon, elle existe déjà au cinéma, puisque le film a une durée, mais alors que ça renvoie plutôt à des sens. Hein, c'est l'idée de 4DX, c'est l'idée du fauteuil qui va bouger ou des jets d'eau, enfin de l'eau qu'on nous jette au visage. Donc c'est plutôt nous faire ressentir des choses liées au toucher ou au rapport qu'on peut avoir au froid ou au chaud. Donc ça n'a rien à voir avec une quatrième dimension, si on est rigoureux sur les termes. Mais voilà, ça marque les esprits, et puis c'est comme ça que ça va être diffusé, et qu'on va s'y référer ensuite dans le vocabulaire de tous les jours. Ça, c'est intéressant d'ailleurs de voir, on commence l'introduction là-dessus, mais c'est frappant de voir à quel point certains termes, comme donc cinémascope et en ce qui concerne la couleur, Technicolor, sont entrés dans le langage courant. Ça fait tout de suite grand cinéma, ça évoque quelque chose qui dépasse la vie. Donc on va voir un film en cinémascope et Technicolor, c'est qu'on va voir les choses en grand. Alors que concrètement, c'est rarement des films dans ces conditions-là que l'on va effectivement voir. Le cinémascope, c'est un format qui est utilisé finalement peu d'années, qui est beaucoup, dont le brevet va être beaucoup repris ou transformé, ou avec beaucoup de formats équivalents, mais en réalité, c'est un procédé, plus qu'un format, c'est un procédé qui a une histoire, qui est lié à un contexte aussi singulier. Mais voilà, c'est celui qui va marquer les esprits, qui n'est pas très bon d'ailleurs techniquement, il faut le dire, par rapport à tout ce qui existe à l'époque. Pour autant, c'est ça qui va rester dans le vocabulaire aussi. On continue à dire qu'on voit des films en cinémascope, alors que ça doit bien faire 60 ans qu'on n'en a pas vu, en réalité. C'est aussi un format cinémascope qui est resté effectivement populaire et dans l'imagerie, parce qu'il a pu justement être davantage intégré dans les salles. Il suffisait, entre guillemets, de rajouter un objectif, l'hypergonard, donc inventé par le français Henri Chrétien, sur la caméra, et le même objectif pour désanamorphoser l'image, donc l'objectif inverse, pardon, sur le projecteur. Donc ça ne demandait pas trop de changements en fait, à la fois sur le tournage et pour les exploitants, contrairement à tous les autres formats larges qui ont pu apparaître. C'est le cas du 70 mm, hein, ça demandait par exemple aux exploitants de changer leur projecteur 35 mm pour acquérir un 70 mm, ou alors d'avoir les deux dans la cabine de projection, ce qui n'était pas toujours possible. Donc c'est aussi pour ça que le cinémascope, lui, a pu percer, si je puis dire. D'ailleurs, il y a un texte dans la deuxième partie de Roxane Amri sur le cinémascope au Ciné-Club, l'accueil et l'intégration de l'écran large anamorphique dans les cercles de culture cinématographique. Et le texte s'inscrit dans un chapitre qui s'intitule « Usages sociaux et diffusion non commerciale ». Comment cette capacité à vouloir donc utiliser ces différents formats, mais aussi d'essayer comme par exemple d'essayer d'intégrer le cinémascope au ciné-club ou dans des endroits qui ne sont pas forcément des endroits des salles de cinéma commercialisées. Comment ça s'est fait progressivement, pour le coup, en France, par exemple? Est-ce que ça a été fait est-ce que ça a été une évidence finalement? Il faudrait que Roxane soit là pour nous redire exactement l'histoire de cette diffusion, mais voilà, ça s'appuyait sur, en ce qui concerne la France, une culture des ciné-clubs qui avait déjà un certain nombre d'années d'histoire derrière elle. Donc voilà, c'est une culture qui essaye de s'adapter aussi pour continuer à profiter de la production, notamment la production nord-américaine, qui a, comme encore aujourd'hui, mais qui a un certain succès, notamment après-guerre. Une sorte d'appel d'air après la fin de la guerre, avec quelques années de cinéma qu'on n'a pas vu en France. Et puis, effectivement, on arrive à ce début des années 50 où la guerre des formats larges va se livrer. Donc, il s'agit pour les cinéphiles, par exemple français, de pouvoir continuer à apprécier ce cinéma. Par exemple, toutes les productions de la Fox en cinémascope. Et donc, comment adapter les projecteurs de ciné-club, par exemple, pour pouvoir montrer des films selon le procédé que Greg a développé. Voilà, c'est une forme d'adaptabilité constante pour faire vivre les films dans différents
contexte de réception. Mais voilà, sur l'histoire précise, je vais pas trop m'avancer parce que c'est pas l'histoire que je connais la mieux. Mais c'est des enjeux de diffusion, parfois avec un petit décalage dans le temps, hein, parce qu'effectivement, les choses sont pas forcément aussi mondialisées qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. On voit à peu près partout dans le monde au même moment à peu près les mêmes films. On peut accéder à peu près à la même production. Mais à très vite quand même, il s'agit d'adapter d'adapter ces projecteurs à la possibilité de voir ce qui fait à ce moment-là l'actualité du cinéma. Et puis il y a une possibilité, il y a une envie aussi, en tout cas dans ce chapitre, ce qui est dans un article, je crois que c'est Leslie Dagneau. Oui, il y a aussi une volonté très forte pédagogique en fait. Comment dire, il peut y avoir aussi une utilité pédagogique par rapport à ça. Et finalement, aujourd'hui, c'est évident. Effectivement, comme ça a un coût, le tournage en argentique, la pellicule, elle peut aussi elle est un enjeu important il faut qu'elle puisse, il faut pouvoir donner accès il faut que certains milieux puissent y accéder grâce à des formats plus souples et moins coûteux en termes de développement, par exemple, et de production et de développement. Donc effectivement, c'est un enjeu important pour les milieux, par exemple, éducatifs, où le cinéma à l'école, c'est presque une mission, en tout cas un enjeu important des années 50, 60, de démocratisation aussi d'un rapport au savoir ou à la culture. Et il faut que derrière, il y ait des formats adaptés à des coûts qui ne sont pas ceux que peuvent se permettre un milieu commercial qui tourne notamment en 35 mm, voire en des formats de pellicule plus larges encore. Donc le 16 mm qui a déjà une histoire à ce moment-là, qui a déjà plusieurs décennies d'histoire, peut comme cela permettre une meilleure diffusion et une meilleure qu'un certain public amateur puisse s'emparer aussi de la réalisation grâce à des formats plus souples à ce niveau-là. Aujourd'hui, avec le numérique, les choses se sont en apparence démocratisées, mais on se rend compte qu'il n'y a pas finalement il n'y a pas plus de personnes que ça à faire de films avec leur téléphone qu'on l'annonçait. Mais c'est vrai qu'il y a plus tous ces coûts liés à la matière première qui était la pellicule pendant de nombreuses décennies. Alors, le chapitre 2, c'est usage donc sociaux et diffusion non commerciale. Je vais quand même nommer les textes. Les formats substandards, un marché compliqué dans l'avant-première guerre mondiale. L'exemple du pâté Coq. Donc, ça, c'était Stéphane Pichelin. Le pâté baby, le cinéma chez soi et au-delà, Elvira Chamiri. Scénario familier, homme portrait, indiscrétion. L'intime en question dans le discours pédagogique pâté bébiste des années 1920. C'est Thomas Godefroy, le 16 mm et les débuts d'une pratique active d'éducation cinématographique de la jeunesse, l'activité pédagogique de Sacha Ezrati, entre 55 et 58, c'est Leslie Dagneau, et le Cinémascope au Ciné-Club, donc l'accueil et l'intégration de l'écran large anamorphique dans les cercles de culture cinématographique, Roxane Amri. Le troisième chapitre, on en a un tout petit peu parlé au début de l'émission, c'est appropriations et mutations. Et je vais nommer les textes. Il y a la question du format original dans l'édition sur support vidéo numérique à travers le cas de l'OpenMat pour les westerns hollywoodiens des années 50. Analyse des discours cinéphiliques au regard des styles de mise en scène, c'est Simon Gosselin. Vous, Simon Danielou, vous avez donc écrit de l'immersion à l'attraction sur quelques paradoxes, des discours autour de la réactualisation des formats larges d'images de cinéma pour la projection en salle et la diffusion vidéo, le cas de l'Ultra Panavision 70 et du Cinérama. Une interview, une table ronde vraiment intéressante avec Giordano Guillem et Jim Stickel. On va y revenir, c'est sur l'édition donc, du cinéma sur support vidéo en France. A Chain of Circumstance, c'est une chaîne de production ouverte aux aléas des migrations de support et de format Bruno Elisabeth. L'utilisation du Super 16 dans le cinéma occidental contemporain et dans un contexte multi-support Patrick Le Goff. L'actualisation des petits ratios d'images viatiques pour un certain cinéma contemporain Arthur Barth. Et en guise de conclusion, le format vu par un projectionniste, un entretien avec Jean-Baptiste Aignon, et c'est vous, Grégory Wallet, qui avez fait cet entretien.
il y a un moment dans la table ronde, je crois qu'il y a quelque chose comme, ça dit en gros une inexistence de la version originale. C'est ce que vous dites aussi dans l'introduction. Moi ça me frappe en fait ça. Ça me perturbe même un petit peu. Donc je ne comprends pas du tout finalement. Donc elle est inexistante, mais donc qu'est-ce qu'on voit au final chez nous, chez soi? On voit quoi exactement? C'est une forme d'existence parmi d'autres, une existence socialisée du film, mais effectivement, elle est largement tributaire des conditions de visionnage. Les historiens du cinéma nous ont appris comme cela, dans une approche qu'on pourrait qualifier de matérialiste, sans forcément connotation idéologique, mais vraiment du rapport à la matière même des œuvres, à faire le deuil de peut-être la vision idéaliste d'une œuvre pure, détachée de conditions matérielles qui existeraient comme cela dans un monde des idées ou des œuvres. Elles sont tributaires des conditions de production et de réception, ces œuvres, et notamment des formats de pellicule, par exemple, qui les ont portées. Et aujourd'hui, tout le monde de l'édition qui cherche à valoriser ce cinéma-là, plutôt, je pense, que de chercher à en retrouver une version originelle pure, assume ou doit assumer, mais beaucoup le font, cette existence multiple dès l'origine, et plutôt doit proposer plusieurs versions possibles. Il y a certains éditeurs qui font l'effort de nous proposer un même film, mais dans 2, 3 formats d'images différents, parce que en réalité, dès l'origine, par exemple, avec le cas de l'OpenMate, le chef opérateur faisait son cadre pour un format large d'image, mais il savait que la totalité du photogramme de la pellicule 35 mm était imprimée, donc il savait qu'ensuite son film avait déjà une existence pour la télévision, ou plus tard pour la VHS ou d'autres supports vidéo, et il savait que potentiellement cette pellicule qui allait être scannée, on va dire, allait l'être totalement et pas dans le ratio qu'il avait imaginé, et donc il veille à ce que sa composition elle tienne selon plusieurs ratios d'images, plus ou moins rectangulaires, plus ou moins étroits, ou plus ou moins larges. Et donc, il s'arrange qu'il n'y ait pas une perche de micro ou ce genre de choses. Et le film, il peut exister tout de suite comme cela. C'est Kubrick, par exemple, lassé de voir les formats ces ratios d'images non respectés à la télévision ou en vidéo, a tout de suite pensé ces 3 ou 4 derniers films, au moins depuis Shining, comme visible dans un format académique ou dans un format panoramique, ce qui permet ensuite à certains éditeurs de faire fructifier et de rééditer inlassablement les mêmes films. Alors là, c'est plutôt pour se faire de l'argent, mais des éditeurs qui ont une démarche plus patrimoniale, ils cherchent tout de suite à nous proposer les versions disponibles ou celles encore accessibles, ce qui se pose aussi du côté des doublages et des versions sonores, bien sûr. Et puis parfois, c'est pas fait, ou parfois, c'est un enjeu qui passe à la trappe parce que ça n'a pas l'air important. Ça dépend aussi des marges de manœuvre que l'on peut avoir aussi quant à ce qui reste encore disponible, bien sûr, parce que les films disparaissent, les copies ne sont pas toujours en état ou accessibles. Qu'est-ce qui fait que je reste sur vous par rapport au texte que vous avez écrit en prenant comme base les westerns hollywoodiens des années 50. Pourquoi cette période-là et pourquoi ce genre? Alors c'est notre collègue Simon Gosselin qui l'a écrit, qui est doctorant en cinéma. C'est un genre classique, du cinéma classique hollywoodien qui a plusieurs décennies d'histoire derrière lui à ce moment-là, mais disons que dans les années 50, il est encore très populaire, et il connaît cette transition, ce moment du passage à des formats larges ou très larges, et il bouscule des habitudes. Ça va être
un enjeu pour les chefs opérateurs de repenser leur composition, et les cinéastes, bien sûr, de repenser leur composition et du coup leur narration, parce que dans un format large, on se retrouve à englober, en faisant un gros plan, on se retrouve avec des portions d'espace à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'on inclut dedans, qu'est-ce qu'on exclut, comment est-ce qu'on exploite cette largeur pour se faire côtoyer des éléments qui auraient été sinon exclus du cadre. Et dans le western, c'est un rapport au paysage qui peut changer, bien sûr. On pense je sais pas, au décor de la Monument de Vallée. Comment est-ce qu'on la cadre dans un format très large, alors que on a été habitué, comme John Ford par exemple, pendant des décennies, à la filmer de façon, alors je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais plus verticale, et à cause de l'étroitesse du format académique, qui invitait plutôt à laisser se dessiner les pics rocheux ou autres de monuments de vallée dans le cadre. Qu'est-ce que ça fait de passer sur des formats panoramiques, voire larges? Bon, le western, c'est un genre parmi d'autres qui s'est posé ce genre de questions, si je puis le personnifier. Mais en tout cas, c'est un genre encore très présent sur les écrans dans les années 50, à une décennie où c'est pas la seule, mais c'est quand même une décennie importante pour cette guerre des formats. Donc, c'est un cas particulièrement intéressant à étudier de près. Oui. D'une manière plus générale, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au moment de l'arrivée des formats larges, il y avait cette volonté d'un spectacle plus grand, si on peut dire, de la part des studios. Donc, c'était aussi associé à des films épiques, spectaculaires, donc le western, mais aussi la comédie musicale, le film d'aventure, le péplum. C'est pour ça qu'on a, en dehors des westerns, aussi des films comme Ben-Hur, West Side Story, par exemple, qui ont été tournés dans des formats larges. Et donc le western en faisait, bien sûr, partie. Comme le disait Simon, hem, en partie justement pour les paysages qu'il pouvait proposer, et les formats larges étaient aussi particulièrement adaptés, à ce type de plan, à ce type de découpage. Comme l'évoquait aussi Simon à l'instant, ça a bouleversé la mise en scène des réalisateurs. On parlait dans la question précédente de la relation spectateur-écran, mais il y a aussi, bien sûr, avant cela, la mise en scène qui a été bouleversée. L'un des exemples peut-être les plus parlants, c'est pour ce qui est des scènes de dialogue. C'est vrai que avec le format académique, on était habitué à avoir ce chant contre chant dans une scène de dialogue. Les formats larges permettent d'intégrer les deux personnages, par exemple, à l'écran. Donc, c'est l'un des exemples qu'on retrouve assez souvent lorsqu'apparaissent les formats larges. C'est du coup une sorte de bouleversement du langage filmique. Il y a plusieurs exemples du même type de ce point de vue-là. Il y a d'ailleurs certains réalisateurs qui n'étaient pas du tout heureux de ce que pouvaient proposer les formats larges, notamment le cinémascope. L'un des exemples, c'est bien sûr Alfred Hitchcock, qui lui a plutôt investi le format VistaVision, alors qui est arrivé dans les années 50 aussi à l'époque des formats larges, mais qui était un format plus carré, qui était aussi d'ailleurs une réponse de la Paramount à la Fox, et pour répondre aussi justement à certains réalisateurs qui n'étaient pas satisfaits du cinémascope, justement parce qu'ils demandaient aux spectateurs de balayer l'image constamment. Alfred Hitchcock, lui, voulait un format plus carré, où le spectateur reste vraiment concentré sur ce qui se passe au centre de l'action. Mais malgré tout, le VistaVision, si c'est un format moins étendu, ça reste un format large, parce que plus étendu, à la fois en largeur et en hauteur. Par ailleurs, le VistaVision était aussi une réponse à la qualité d'image proposée par le cinémascope. Tout à l'heure, Simon l'indiquait, le cinémascope a eu du succès, malgré que la qualité d'image n'était pas au rendez-vous, notamment dans la profondeur de champ, qui était plutôt très mauvaise dans les premiers temps du cinémascope, alors que le VistaVision, lui, proposait une qualité d'image beaucoup plus grande que le cinémascope, en plus d'avoir donc ce format plus, on va dire, plus carré. C'est vrai que c'est important de préciser cela. On insiste sur la largeur de l'image associée à tel ou tel procédé, et aussi d'abord souvent à telle ou telle largeur de la pellicule elle-même. Mais évidemment, entre le 16, le 35, le 70 mm et j'en passe beaucoup, l'autre enjeu, c'est bien sûr l'information qu'apportent ces pellicules. Plus elles sont larges, plus elles contiennent, si j'ose dire, pour utiliser un vocabulaire plutôt contemporain lié cette fois au numérique, d'informations, et elles
notamment, ça va avoir un impact sur toute la chaîne ensuite de production et aussi de post-production. Si je dis cela, c'est qu'effectivement, le format VistaVision, il est de bien meilleure qualité que le CinemaScope, par exemple, dans son rapport à la profondeur de champ, ce qui fait que des comédies musicales, par exemple, vont pouvoir beaucoup plus exploiter des chorégraphies en profondeur dans l'image. Je pense à un film comme Drôle de Frimousse, par exemple, où voilà, on voit bien à quel point ils ont pu profiter de la profondeur pour déployer les chorégraphies. C'est des choses que Jean-Pierre Verscheur, que Greg a interviewé dans l'ouvrage, a beaucoup étudié en travaillant sur ces différents formats, en les restaurant aussi. Et ce VistaVision, il a une qualité d'image assez importante qui explique qu'il aura une sorte de deuxième vie pour les effets spéciaux dès les années 70. Par exemple, avec les effets spéciaux de la saga Star Wars, c'est la première trilogie, ou pour le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, qu'étudie Jean-Baptiste Massuet dans l'ouvrage, parce qu'il s'agissait de pouvoir, par le système du compositing, donc faire se combiner, pour dire simplement, trop bêtement, mais deux couches d'images, la prise de vue réelle et puis ces toons qui sont ajoutés à l'image en post-production. Donc, ça supposait de refilmer, etc. Et autant que la qualité d'image de départ soit très bonne, de façon à ce que la déperdition soit moins visible au fur et à mesure de la chaîne de production et de post-production. Et donc, le système VistaVision aura comme ça une deuxième vie, parce que c'est un système qui a été beaucoup utilisé dans les années 50, 60 aussi, mais ça supposait de faire défiler la pellicule différemment, en l'occurrence horizontalement et non verticalement. Donc ça supposait de changer notamment les projecteurs, ce qui avait un coût, parce qu'évidemment, il faut penser, là on parle beaucoup de système américain, parce que voilà, il fallait qu'il y ait les financiers derrière les sociétés de production qui choisissent tel ou tel format pour s'assurer de la mise en place de ces formats, notamment jusque dans la salle, les cabines de projection, pour aider les exploitants, ou voilà, que les salles puissent s'équiper. Mais pour autant, voilà, ça coûtait très cher, ce qui fait que parfois les choses finissent par être abandonnées, mais peuvent revenir ou revivre pour différentes raisons, notamment pour la question des effets spéciaux en ce qui concerne le VistaVision. Donc, c'est une façon de réinsister sur bien sûr la largeur, mais aussi la qualité même de l'image, ce qui fait qu'aujourd'hui, le 70 mm n'a pas dit son dernier mot, même si, bon, là, à nouveau, le vocabulaire est parfois flou quand on y fait référence, mais il est toujours compliqué de comparer exactement ce que produit une image projetée en 70 mm, voire en IMAX, comparé à ce que l'on voit en 4K, en 8K, etc. Mais on se rend compte que la pellicule n'a pas dit son dernier mot. C'est effectivement, si on essaye malgré tout de faire des comparaisons, le 70 mm, pour s'en approcher d'un point de vue numérique, il faudrait atteindre entre le 10 et le 12K. Donc effectivement, on n'a pas encore atteint la qualité d'image du 70 mm. Et c'est pour cette raison que effectivement, le 70 mm, même s'il appartient à l'époque photochimique, argentique, reste le format qui a permis la plus grande résolution d'image. Encore plus, effectivement, l'IMAX, puisque l'IMAX, c'est du 70 mm, mais projeté à l'horizontale, comme le VistaVision, qui, lui, est du 35 mm. Donc, l'IMAX utilise une portion d'image sur la pellicule 70, encore plus grand qu'une pellicule 70 mm classique, c'est-à-dire avec un défilement à la verticale. Donc, c'est pour ça, effectivement, que l'IMAX 70 est le format qui permet la plus haute résolution d'image. Sans doute pour ça que donc, des réalisateurs comme Christopher Nolan l'utilisent. D'ailleurs, il y a aussi des réalisateurs, je pense à Paul Thomas Anderson. Qui l'avait utilisé en 2012, si je ne me trompe pas, sans utiliser toute la largeur de l'image du 70, mais avec justement cette intention d'avoir une résolution d'image très haute. Et donc, il avait utilisé le 70 pour cette raison, plus que pour le format étendu. De l'écran géant à l'espace domestique, histoires et esthétiques des formats cinématographiques, c'est un ouvrage collectif édité chez Presse Universitaire de Rennes. D'ailleurs, je n'ai pas salué et remercié le service de presse pour l'aide apportée à la conception de cette émission. L'ouvrage collectif est dirigé par 3 personnes, Simon Danielou, Grégory Wallet et Roxane Amri. Merci en tout cas à vous
deux d'avoir été présents. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Vous tombez sur la page dédiée au livre sur le site de presse universitaire de Rennes. Voilà. Merci à vous deux. Et puis, je remonte encore la couverture. On n'a pas tout dit. Il y a plein de choses. J'ai nommé les textes. Comme ça, vous avez un aperçu. Et c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci Samir. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.